Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Maston Pater. Excellent. S'il continue Magique. alors qu'il est taillé comme un tuteur à géranium en plus. Et salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office, épisode preview semaine 11. Et je suis accompagné avec une star. Il a fait hier soir son premier congrès, le congrès de Nantes, et vous le retrouverez le 25 novembre prochain au congrès de Libourne-Saint-Seurin. PA, comment vas-tu ? Salut Anto, bonjour à toutes et à tous. Ouais, effectivement, j'ai profité. Avec mon boulot, j'avais une remise de diplôme et du coup, j'ai diffusé le top 11 receveurs dans une grande salle de 800 personnes. On a fait un peu de promo pour le front office. Voilà, et d'ailleurs, t'as partagé ça sur Instagram, et du coup, le compte officiel, le front office sur Instagram, ça permet de faire un peu de pub. Si vous ne le suivez pas, allez aussi sur Instagram à rediffuser ça. Ils ont mis la petite story, donc ça fait plaisir. Merci PA. En tout cas, on espère que c'était cool aussi. Et puis merci pour le petit clin d'œil. En tout cas, n'hésitez pas, le front office, donc, sur Instagram, sur Twitter, sur Twitch. D'ailleurs, Twitch, on en reparlera en fin d'épisode. Il y a une petite annonce, une petite surprise pour vous. Et puis on va commencer cet épisode tranquillement. Donc on rappelle, il y aura le moment consulting avec la question de la semaine, le rewind du Saturday Night Football qui a tenu, comme tu le disais en off, PA, toutes ses promesses. Le gros projet avec un match, à mon avis, là, faut pas le rater, c'est le match à ne pas manquer cette semaine. On fera ensuite les heures sup et puis le two minute warnings, plus quelques heures comme d'habitude. PA, est-ce que t'es prêt ? On est chaud. On est chaud. Et du coup, la question de la semaine, elle est simple. Parce que je crois que vous aviez déjà fait l'AFC avec Alex, il me semble. Vous avez déjà fait un petit point AFC. Donc là, nous, on va revenir sur la NFC. Une surprise, une déception. Et PA, je te laisse la main et je te laisse choisir. Tu parles de ce que tu as envie, surprise ou déception. On va partir sur le côté positif. Donc la surprise pour moi, donc il y en avait plusieurs, ne serait-ce qu'hier soir avec les Commanders par exemple, mais du coup on va parler de leur match. Donc moi je partais plutôt sur les Vikings qui ont fait un super début de saison. Ils ont eu quelques défaites là dernièrement, mais voilà. Extrêmement surpris parce qu'on les attendait pas là, dans le sens où alors il y a eu la blessure de DJ McCarthy, donc leur premier choix de draft au premier tour, mais en même temps, est-ce qu'il aurait été titulaire ? Donc en fait, est-ce que ça change vraiment la donne sur le poste de QB pour cette saison ? Je ne pense pas. Ils ont un vétéran sur ce poste-là qui a eu des difficultés dans ses précédentes franchises, mais qui avait fait plutôt un bon match avec les 49ers l'année dernière, sur le seul match qu'il avait joué. C'était un pari, ça fonctionne toujours pour le moment. Ils ont eu un deuxième pick au premier tour, Dallas Turner qui peine à montrer son niveau, mais ça va monter, c'est normal. Et c'est surtout qu'ils se sont, à la free agency en tout cas, renforcés défensivement. Il y avait des noms plus ou moins clinquants. Ils avaient pris pas mal de joueurs chez les Texans notamment. Et la sauce, en fait, la mayonnaise, a pris directement. Donc, ça a aidé pour les premiers matchs parce que ça mettait une pression d'enfer sur les attaques adverses. Et puis, l'attaque des Vikings tournait très bien avec des big plays, notamment avec le retour de Jefferson. Et en fait, là où c'est surprenant, c'est que l'année dernière, ils finissent la saison en 7-10. On n'avait pas le sentiment qu'ils s'étaient extrêmement renforcés dans la division ou dans la conférence. Donc, on s'attendait potentiellement quand même à ce qu'ils soient un petit peu meilleurs, parce qu'il y avait des retours de blessures, mais qu'ils soient allés plutôt à l'équilibre. Et là, voilà, en 7-2, ils sont plutôt bien partis dans la saison. Ils n'ont juste pas de chance d'être dans une division ultra compétitive, parce qu'ils ne sont même pas premiers en étant en 7-2, là où dans d'autres divisions, ils seraient largement premiers, parce qu'il y a les Lions devant et même les Packers. Donc voilà, relativement surpris. On va voir s'ils arrivent à tenir le rythme jusqu'à la fin de saison, parce que ça a l'air un petit peu de s'essouffler. Mais voilà, plutôt agréable. Et c'est bien aussi d'avoir cette incertitude entre ce qu'on pense au début de saison et puis la réalité sur le terrain, là, à mi-saison. Ouais, tout à fait d'accord avec toi. Et d'ailleurs, je rebondis tout de suite parce que c'est vrai que ce que tu disais, ça s'essouffle un tout petit peu. Alors, faut pas non plus tirer la sonnette d'alarme tout de suite et trop tôt. Mais et c'est vrai, ils en avaient déjà parlé, notre cher duo GG et Doug, vite fait mardi. Mais c'est vrai qu'il y avait
un membre du Discord qui avait fait ce petit parallèle avec Sam Darnold et le fait que ce soit la citrouille, enfin le carrosse qui devenait citrouille. Et alors c'est vrai que finalement son état de forme du début de saison montrait aussi des bons résultats du côté des Vikings. Et là c'est vrai que il montre peut-être quelques limites parce qu'alors on sait, hein, c'est pas non plus un top QB de la ligue, mais il sait faire le taf, il a l'expérience pour. Mais voilà, quand ça coince un peu de son côté, on sent que l'équipe aussi est peut-être un peu plus en difficulté. Donc voilà. Alors on va pas tirer, comme je disais, la sonnette d'alarme, mais attention parce que les Lions, ça y est, ont pris la tête de la division. Et puis derrière, il y a quand même les Packers qui sont aussi en forme et qui vont pousser. Donc attention à pas se faire piéger en cette fin de saison surtout. Mais pour Darnold, et je ferai aussi un parallèle avec un autre QB dont on va parler un petit peu plus tard, mais Darnold, ça fait aussi un petit moment qu'il n'a pas fait une saison complète. Donc on sait aussi que ces QB-là, sur les premiers matchs, début de saison, tout est bien parce qu'ils sont en pleine forme. Et puis, plus les semaines vont avancer, plus ces QB se seront pris aussi des coups durant les matchs. Donc il va y avoir aussi de la fatigue, un peu de blessure. Et ça peut aussi expliquer une petite baisse de forme. Après, ils ont enchaîné 2 défaites. Contre les Lions et contre les Rams, c'est pas déshonorant, surtout contre les Lions où ils finissent à 31-29. Et ils ont enchaîné quand même avec 2 victoires. Donc ils ont su se remobiliser. C'est vrai que la dernière victoire contre Jaguars, ça fait un peu peur, mais en même temps, défensivement, c'est toujours présent parce qu'ils se prennent que 7 points. Ils finissent avec 2 interceptions à la fin du match pour clore la rencontre. Donc il y a toujours cet aspect-là défensif qui fait peur pour les équipes adverses. C'est juste que là, l'offense, on a l'impression qu'elle patine un petit peu plus, qu'il y a moins de jeux explosifs. C'est surtout ça qui fait la différence, je trouve. Mais voilà, on n'est pas à l'abri. Je regarde leur calendrier sur les prochains matchs. Normalement, c'est accessible. Il y a les Titans, les Bears, les Cards, les Falcons, les Bears une deuxième fois. Voilà, donc sur les prochains matchs, ils peuvent être largement à l'équilibre, voire même en positif. Donc voilà, ça semble quand même plutôt bien parti pour eux. Maintenant, attention, effectivement, les Jaguars, c'était pareil. C'était censé être un match pas facile, parce que ça reste la NFL et il n'y a aucun match facile, mais un match où ils allaient être assez sereins. Au milieu du 3e quart, au début du 4e, ils étaient assez sereins sur la victoire. Et au final, ça finit en 12-7. Donc, juste faire attention à ça. Ouais, tout à fait. Et oui, normalement, là, par exemple, les 2 prochains matchs, ils devraient normalement, avec logique, s'imposer et du coup, au moins être à 9 victoires et donc terminer en positif cette saison. Ouais. Par contre, moi, ça me permet d'enchaîner avec ma surprise parce que t'en parlais, tu disais là, tu parlais des Cards qui pourraient peut-être potentiellement être aussi une victoire simple à prendre. Alors attention, car moi, c'est ma surprise, les Arizona Cardinals. Alors, c'était pas forcément le choix le plus clinquant, j'en conviens, mais en fait, j'avais envie de choisir les Cards parce que les Cards, d'un aspect général, hein, je parle pas de nous spécifiquement le front office, mais j'ai l'impression les Cards, c'est une équipe, on n'en parle pas beaucoup. C'est pas l'équipe qui fait le plus rêver, c'est pas l'équipe qui domine chaque match, chaque rencontre, chaque semaine. Mais les Cards, ils font leur petit bonhomme de chemin. Les Cards, ils sont à 6-4, ils sont en positif. Ils sont sur 4 victoires d'affilée quand même. Faut quand même le souligner. Hein. C'était Chargers, Dolphins, Bears et Jets. Ils sont premiers de la NFC West et notamment devant des 49ers. Alors, ils font pas la saison de l'année. Hein. Les 49ers, ils sont un petit peu même décevants. Mais faut quand même le souligner. Et c'est plutôt une grosse attaque. Alors voilà, niveau défensif, je suis allé voir un petit peu les stats. C'est pas trop ça. Ils sont plutôt dans la deuxième moitié de classement. Mais au niveau offensif, c'est plutôt bon. Moi, j'aime beaucoup le retour de Kyler Murray. Alors voilà, hein, entre ses blessures et puis peut-être à l'époque son comportement, je trouve que depuis qu'il est revenu de blessure, il est super intéressant. Il a l'air super impliqué. Et c'est un vrai moteur pour son équipe. Et je pense que les Cards peuvent s'appuyer sur lui pour les prochaines années. D'ailleurs, je crois qu'il avait signé un gros contrat. Du coup, tant mieux pour eux. Au niveau du sol, on a un James Conner en fire. Vraiment, pour moi, là, c'est le porte-drapeau offensif de cette équipe. Ça veut dire que leur jeu au sol est quand même très décisif à chaque rencontre. Et c'est grâce à James Conner. Donc, vraiment, c'est vraiment la pièce maîtresse, j'ai l'impression. Du côté de la réception, il y a quand même Trey McBride qui est aussi complètement fou. Le tight end qui est finalement le receveur numéro 1 de l'équipe. Il continue à monter en puissance et franchement, c'est incroyable. La saison dernière, il avait très bien fini la saison.
Et là, bah, en fait, cette saison, il est la cible numéro 1 de l'équipe. Et bah, du coup, il montre sa bonne fin de saison dernière. Et puis, niveau défense aussi, même si c'est pas une défense comme on va dire, je sais pas, les Steelers par exemple, qui ont vraiment cette patte à eux, bah voilà, il y a quand même des bons joueurs, notamment un Buda Baker, je trouve aussi, qui est très efficace cette année et qui c'est un des joueurs à ressortir de cette défense. Donc voilà, les Cards, on n'en parle pas, mais justement, j'ai l'impression que ça leur va bien aussi. Ils font leur petit bonhomme de chemin. Euh, la fin de saison, ça risque. Alors ça dépend, ça risque de piquer un peu. Ils vont quand même rencontrer les Seahawks et les 49ers. Alors les Seahawks 2 fois et les 49ers encore une fois. Dans des matchs de interdivision. Ils vont aussi rencontrer une fois les Rams aussi. Et puis après, voilà, il y a les Pats, il y a les Panthers. Des matchs qui pourront facilement être pris s'ils le veulent. Donc moi, je pense qu'ils vont bien finir la saison. Je suis même en train de me dire, est-ce qu'ils vont pas garder cette place de numéro 1 parce que franchement, les 49ers, je sais pas. Les 49ers, moi, ils m'inquiètent cette saison. Donc voilà, les Cards, pour moi, c'est une valeur sûre et c'est la bonne surprise de la NFC pour moi. Je te rejoins, mais du coup, comme dirait Doug, je pense que c'est notre côté hipster. J'avais aussi les Cardinals en top équipe sur la NFC. Quand j'ai vu que tu l'avais mis, je suis parti sur une autre équipe, mais je voulais aussi en parler C'est bien. et c'est tant mieux. Tu parlais que défensivement, ils étaient dans la deuxième moitié de la ligue. Faut aussi se rappeler le début de saison qui a été vraiment compliqué de leur côté, Ouais. défensivement, où ils se prenaient beaucoup de points dans leurs défaites, sur leurs 4 défaites. Il y a deux grosses trempes qui se prennent, un 34-13 contre les Packers, un 42-14 contre les Commanders, et Ouais. puis ils se prennent aussi 34 points contre les Bills. Contre Alors les c'est Bills, ouais. 34-28, mais ils se prennent quand même 34 points. Donc voilà, alors, ce sont des défaites qui existent, mais Ouais. si tu les enlèves, parce que ça fait déjà un petit moment, les Packers, c'était il y a 5 semaines de rencontres. C'est ça. Donc ça commence à faire. Si tu enlèves ces matchs-là, défensivement, ça tient quand même pas mal la route. Sur les 4 dernières victoires, une win contre les Chargers 17-15, qui se prennent que 15 points. Ensuite, 28-27 contre les Dolphins avec le retour de Tua. Donc ça reste 27 points, mais offensivement, ils avaient bien suivi. Et surtout, les 2 dernières rencontres, 29-9 et 31-6 contre respectivement les Bears et les Jets. Exactement. Tu dis qu'ils passent un peu sous le radar. Je pense que l'énorme victoire contre les Jets les a vraiment mis sur le devant de la scène. Pour le coup, ça a mis en lumière les Cards et sur le fait que ils étaient premiers de leur division, effectivement, et qu'ils étaient sur 4 victoires. À voir sur le reste de la saison, comme tu disais, il y a des matchs vraiment abordables et puis des matchs intra-division. Ils finissent par les Niners, mais en même temps, ils les ont battus cette saison déjà. Donc à voir ce que ça veut donner. Moi, je trouve d'autant plus fort que Marvin Harrison, à ces moments, il est qu'à 50% de complétion quand il est target. Alors après, on sait que quand voilà, target, ça veut tout rien dire dans le sens où si le QB il décide de mettre une grande ogive devant pour se débarrasser du ballon, mais qu'il y a le receveur dans le coin, c'est compté comme une target, alors que c'est impossible à catcher. Mais voilà, toujours 50%. Et puis, ils avaient 2 choix de draft au premier tour. Donc le deuxième, Darius Robinson, le edge, qui a toujours pas joué. Et du coup, Mm. on parlait justement de la défense, ces difficultés par moment à mettre la pression ou à faire des sacs. Quand tu prends un joueur au premier tour, c'est que normalement, tu es censé, ou tu as la volonté en tout cas de le mettre titulaire et puis qui performe au fur et à mesure de la saison. Lui, il n'est pas présent pour le moment. Donc, je pense que s'il revient dans la saison, parce que là, c'est pour cette semaine, ils sont en bail, mais pour la semaine prochaine, il est questionable. Donc, à voir s'il va enfin faire son début. Mais ils ont de beaux jours devant eux, je trouve. Effectivement, c'est plutôt bien construit. Ils avaient beaucoup de tours de draft l'année dernière, sur la période 2024. Ils ont pris des joueurs, on va voir ce que ça va donner. Il y a Trey Benson qui a fait des plutôt bons matchs sur les 2-3 dernières semaines, qui se montre un petit peu. Donc Connor était également présent au sol et à la réception. Donc à voir, effectivement, je suis assez surpris. Je pensais, moi, personnellement, que ça allait être une saison un peu comme l'année dernière où on allait un peu plus les attendre, mais qu'ils allaient du coup décevoir, mais qu'ils allaient finir avec un même bilan. Et écoute, en 6-4, ils sont déjà bien au-delà de leur niveau de l'année dernière et tant mieux pour eux. Ouais, Et ouais, je te rejoins sur Kyler Murray. Pour le coup, ses stats, elles sont excellentes. Seulement 3 interceptions depuis le début de saison. pour 12 12, touchdowns. ouais, 12 touchdowns. Donc, non, c'est propre, c'est clinique. Et seulement aussi, c'est ce que la donnée, moi, que je ressors le plus, seulement 15 sacs.
Ouais. sur 10 matchs actuellement. Vous faites la moyenne, c'est quand même pas beaucoup dans un match de NFL, quoi. Donc, ça veut dire que voilà, ils commencent à trouver aussi leur rythme. On sait que Murray, il est mobile, donc il arrive lui aussi à échapper à la pression, à échapper à des sacs. Mais la ligne offensive, je trouve, est plutôt bonne cette saison. Ouais, tout à fait d'accord. Mais comme quoi, hein, l'importance des lignes, toujours les lignes, c'est la base. Et puis, bon, en division aussi, en match interdivision, ils sont à 2-0. Du coup, ça, c'est aussi c'est leur force. C'est les seuls, hein, pour l'instant, qui sont invaincus dans la div entre eux. Donc voilà, non, non, moi je suis plutôt confiant pour les Cards et ils vont finir avec une belle fiche, je pense, et ça sera amplement mérité. Que tu veux parler maintenant de ta déception, PA? Ouais, déception, alors ça va peut-être en surprendre beaucoup, mais c'est parce que moi je les voyais plus haut cette saison, C'est c'est les vrai. Panthers. Voilà, on en avait parlé pendant les bilans intersaison. Moi, je les voyais plus haut parce que faut se rappeler qu'en 2022, au moment où ils font ces échanges, ces trades avec les Bears, pour Bryce Young, 2023 d'ailleurs, ils étaient ce qu'on pouvait appeler à un bon quarterback d'être contender en playoff. Et depuis, c'est un peu la dégringolade. Alors effectivement, Bryce Young, il n'a pas justifié sa draft au premier choix de draft de 2023. Ça a tendance à aller un petit peu mieux là sur les derniers matchs. Et ils avaient aussi mis beaucoup d'argent sur les lignes offensives avec Robert Hunt, avec Damien Lewis, qui font 2 très bonnes saisons pour le coup, de leur côté. Et là où je suis déçu, c'est vraiment sur l'aspect offensif. Ils ont laissé partir, et je me pose toujours la question, des bons joueurs défensifs. On pourra en reparler sur le Thursday Night Football, mais Francky Louveau, je ne comprends toujours pas pourquoi ils l'ont laissé partir. On peut me dire qu'effectivement, il avait atteint son plafond, mais bon, quand le plafond est très élevé, bah, autant le garder dans ton équipe, hein, ça fait jamais de mal. Mais voilà, il y a eu des décisions qui, moi, me laissaient un petit peu pantois. Mais pour le coup, offensivement, je trouvais que c'était des bonnes additions et ça n'a pas du tout cliqué. Ils ont rajouté un head coach qui a une connotation offensive parce qu'il avait fait du très, très bon travail avec Tampa Bay. Et ça prend toujours pas non plus. Ils sont dans les derniers de la ligue, toutes stats confondues offensivement. Et pour moi, c'est là où il y a une grosse déception. Je pensais vraiment que Bryce Young allait passer un palier, que l'année 1 avait été compliquée et que justement, là, il était mieux protégé. Ils avaient aussi considéré le poste de receveur avec Deontay Johnson, qui a déjà fait ses bagages du coup. Ils ont de la chance. Chuba Hubbard, un peu inattendu, fait une très bonne saison au sol. Mais c'est un petit peu tout qu'on peut reprendre. J'oublie même de parler de Xavier Legette qui a été pris au premier tour cette année. Donc voilà, il y a eu des réels investissements et pour l'instant, ça ne clique pas du tout. Donc on verra sur la fin de saison. Maintenant, ils sont en roue libre. Ils sont plus du tout contender pour aller en playoff. Il y a des choses qui commencent à se mettre en place. Ils restent sur 2 victoires là, sur les 2 dernières semaines. Donc à voir sur la fin de saison s'il y a quelque chose voilà, qui arrive à émerger, à ressortir. Mais voilà, déception de mon côté, parce que je pensais qu'il serait là, milieu de saison en 5-5, au moins à l'équilibre, et puis pourquoi pas en bataille pour avoir un spot en playoff sur une 2e ou une 3e place en division. Donc déception de mon côté pour les Carolina. Ouais, bah moi je vais te rejoindre. Bon, moi, oui, je pense que c'était toi qui étais le plus positif sur les Panthers dans l'équipe avant le début de la saison. Moi, j'y croyais pas encore cette année. Bon, il se trouve que je croyais aux Saints et finalement on est en train de se batailler avec les Panthers pour la superbe dernière place de la division. Mais j'y croyais pas. Par contre, alors même si c'est pas extraordinaire et je suis allé un petit peu voir ses fiches sur les 2 derniers matchs, c'est vrai que les Panthers ils sont quand même sur 2 victoires et un Bryce Young. Alors pas étincelant, mais je l'ai trouvé déjà mieux. Je l'ai trouvé un petit peu plus en confiance. Parce que là, il faut quand même se rappeler qu'entre la saison dernière et le début de saison, je pense que quand même, il avait un gain de confiance à regagner Bryce Young parce qu'il était totalement, perdu, le pauvre, sur le terrain. Et ça a commencé, hein, d'ailleurs, hein, premier drive de la saison. Hein, il se prend une interception dès la première passe. C'est quand même incroyable. Et tu te dis que le mec, il doute, c'est sûr. À chaque fois qu'il a le ballon entre les mains, il doute. Donc là, voilà, un peu mieux. Les Panthers, ça gagne. Bryce Young, c'est un petit peu mieux. Bon, on regarde le calendrier, la suite. Hein, ça va enchaîner les Chiefs, les Bucks, les Eagles, les Cowboys, les Cards, les Bucks, les Falcons. Bon, ils vont pas en gagner beaucoup. Néanmoins, il y a quelques motifs d'espoir.
Voilà, ça va prendre le temps, mais je pense que ouais, c'est surtout une équipe affaiblie, une équipe très très mal gérée, parce que je pense qu'aussi on peut pas tout mettre sur le dos des joueurs sur le terrain qui essayent eux de se battre autant que faire se peut. Je pense que c'est surtout une mauvaise gestion. C'est le front office qui a totalement chié, hein, faut le dire. Pardonnez-moi l'expression, mais du côté des Panthers, c'est aussi le propriétaire. Donc voilà, c'est une équipe affaiblie. Cette année, il y a quelques motifs d'espoir là depuis 2-3 matchs. Il y a 2-3 coups d'éclat, donc pourquoi pas. Voilà, faudra garder les bons éléments, pas tout brader comme ils ont fait, comme tu l'as souligné cette saison. Par exemple, les Chuba Hubbard, le garder notamment. Ils l'ont re-signé déjà. Ah, ils l'ont re-signé. Bon bah voilà, j'étais même pas au fait, donc bon bah voilà, donc ça c'est bien. Xavier Leggett aussi continuer parce que moi je trouve que c'est plutôt pas mal là. Il y a une bonne connexion et il commence à sortir un peu du lot. Donc voilà, il y a des choses à faire. Maintenant, ça va prendre du temps. Cette année, c'est mort. L'année prochaine, peut-être un petit peu mieux, mais voilà, ça va falloir être patient. Je pense, en tant que fan des Panthers, si vous l'êtes, en tout cas, soyez patient. Ça va prendre son temps. Ouais, c'est dommage finalement pour eux qu'il y ait la bye week cette semaine parce qu'ils étaient sur un bon rythme, je trouvais. Et puis, comme c'est le lot aussi de toutes les équipes, mais c'est peut-être aussi plus impactant quand déjà l'effectif est assez faible. Mais dès le début de saison, ils ont perdu leurs deux gros défenseurs, si on peut dire, avec Derrick Brown et Shaq Thompson. Donc ça aide pas non plus. Voilà, pour défensivement en tout cas. Comme j'ai dit, c'est le lot de toutes les équipes, notamment cette année, on a l'impression qu'il y a beaucoup de blessures. Mais voilà, moi ce que j'attendais, c'était vraiment offensivement, qui est une vraie montée. Et ça a toussé un petit peu. On a eu le droit à du Andy Dalton. Et puis là, je te dis, le retour de Bryce Young, moi, ça me hype un petit peu plus. Je trouve il y a plus de dynamisme, plus de mordant en attaque sur les deux derniers matchs. Dommage qu'il y ait la bye week, mais on verra sur la fin de saison. Comme tu disais, le calendrier n'est pas évident. Du coup, s'ils en accrochent sur le calendrier restant, s'ils en accrochent deux, pourrait presque dire que c'est une bonne fin de saison, finalement, pour eux, en comptant les deux dernières victoires également. Donc à suivre. Ouais, totalement. Et puis du coup, peut-être cette bye week, ils vont aussi pouvoir justement retravailler leurs points forts des deux dernières rencontres. Et puis essayer aussi de gommer un petit peu les points faibles pour essayer, non pas forcément de gagner et de sortir 3-4 victoires d'affilée là, contre des grosses équipes, mais au moins pas être ridicule et pas se prendre les camions de points qui se prenaient en début de saison. Pour garder cette confiance. Et puis, je pense aussi, et c'est plutôt pas mal, et c'est vrai que, comme on disait, Bryce Young, c'est mieux, mais c'est pas étincelant, mais je pense que c'est aussi bien joué, alors, de sa part à lui et des appels de jeu offensif. D'ailleurs, pas le forcer trop à la passe pour pas détruire les 2-3 motifs d'espoir qu'il a encore en lui. Et voilà, pas étincelant, mais quelque chose de carré en tout cas. Ouais, puis on l'a dit, Chuba Hubbard, il fait une bonne saison, donc autant s'appuyer aussi sur les forces. On sait que Miles Sanders, il sera coupé à la fin de saison ou échangé ou tout ce qu'on veut. En tout cas, il sera plus dans l'équipe à la rentrée 2025. En tout cas, ça serait une énorme surprise. Donc voilà, s'appuyer sur les forces en présence. Sanders, il est pas mauvais, le tight end rookie. Donc autant s'appuyer voilà, sur ces forces-là. Il y a Thielen qui devrait revenir également de blessure. Donc voilà, il va y avoir des bons joueurs qui vont revenir ou qui vont rester dans l'équipe. On peut s'appuyer dessus, ils peuvent s'appuyer dessus. Et puis, moi, j'espère du coup qu'ils vont garder Bryce Young durant l'intersaison, qu'ils vont lui, encore une fois, donner une chance, je dirais, selon la fin de saison, et puis construire là-dessus. Ouais. Tout à fait d'accord. Et puis du coup, moi de mon côté, la déception côté NFC, sans surprise, on en avait vite fait parler. Je crois que c'était Doug la semaine dernière qui avait fait son petit tacle avec plaisir pour cette équipe. Et c'est les Dallas Cowboys. Les Dallas Cowboys, on sait pas où ça va. Dak Prescott est out pour le reste de la saison. Ça stagne depuis quelques saisons et maintenant ça s'écroule. Ils sont en 3-6 et bon courage pour la fin de saison pour essayer d'équilibrer ce bilan, hein, parce que ça va rencontrer les Texans, les Commanders, les Bengals, les Bucks, les Eagles et encore les Commanders. Donc voilà, bon c'est vrai, j'ai sauté, excuse-moi très, j'ai sauté les Giants, mais ça c'est une autre histoire. Mais autant offensivement que défensivement, j'ai l'impression que ça prend l'eau de tous les côtés.
on sait pas où l'équipe veut aller, on sait pas ce que Jerry Jones veut faire. Alors, on a l'impression, là, avec quelques déclarations, qu'enfin il veut peut-être faire un peu bouger les choses. C'est peut-être pas plus mal pour eux, hein, parce qu'au moins s'ils sortent de cette saison sans aller en play-off et sans un bilan positif en étant dans le top de la division, peut-être qu'ils vont comprendre les Cowboys qu'il y a un problème, il y a un problème de coaching et puis il y a un problème au niveau de l'équipe aussi. Il y a 2-3 choses à faire. Alors après, bien sûr, il y a aussi des choses, hein. Par exemple, Micah Parsons, il a manqué, hein, forcément en étant blessé. Gros manque de ce côté-là au niveau défensif. Là, il est revenu, mais forcément aussi, il revient après, je sais plus combien de semaines d'absence il Je a eu. pense. Il était sur hier, je pense. Ouais, je sais, mais en tout cas, voilà, là il revient et je pense que ça va leur faire du bien de ce côté-là. Mais du coup, de l'autre côté, Prescott, il est aussi terminé au niveau offensif cette saison. Donc voilà, je sais pas où ça va mener devant, et en plus ils ont 2 grosses équipes. Ils ont les Eagles qui restent toujours en forme, et puis les Commanders qui sont la surprise un petit peu de cette année. Donc voilà, ça va rester à la 3e place. Ça se trouve, ils vont se faire titiller par les Giants, et là ça va être vraiment la cerise sur le gâteau pour eux, sur le gâteau empoisonné en tout cas. Donc voilà, je sais pas où ça va. On est dans le flou total avec les Cowboys. Je me rappelle, je crois que c'était Doug qui avait fait le bilan de la off-season avec Alex, et puis avec, je crois que c'était avec Dallas France. Et ça avait été compliqué, et Doug l'avait dit, ça avait été compliqué parce que c'est vrai que ils avaient pas fait beaucoup de mouvements, quoi, les Cowboys. Et forcément, quand tu renouvelles pas ton effectif, voilà, au bout d'un moment, l'effectif il s'essouffle. Et là, c'est la saison parfaite qui est mise en lumière pour montrer que les Cowboys, ils s'essoufflent de tous les côtés. Et puis voilà, ça fait un bilan de 3-6, quoi. Ouais, tu parlais de l'intersaison, ils ne s'étaient pas renforcés et en plus ils avaient perdu certains joueurs qui étaient titulaires, majeurs ou historiques. Je pense à Smith, le tackle gauche qui est parti aux Jets, qui fait une très mauvaise saison. Donc voilà, il manque pas forcément aux Cowboys, mais il manque dans le sens où la ligne offensive reste une faiblesse, là où c'était vraiment un point fort sur toutes les années dernières, depuis notamment que Prescott est titulaire et même avant. Mais en tout cas, lui, Prescott a toujours connu une très bonne ligne offensive et c'est un peu plus complexe cette année. Pour le coup, il faisait malgré tout une bonne saison avec les armes qu'il avait. Sur le poste de receveur, il n'y a personne hormis CeeDee Lamb. Certains arrivent à émerger, mais ça reste quand même voilà, top tier de la ligue, hein, on va pas se mentir. Oh oui. La running back room, on en a suffisamment parlé et rigolé, c'est un peu l'EHPAD, hein. Il n'y a plus personne. Le pauvre Zeke Elliott, qui pourtant avait fait une très bonne saison avec les Patriots l'année dernière, donc moi, j'ai pu le suivre un petit peu plus l'année dernière. C'est d'autant plus surprenant, en tout cas de mon côté, parce que je l'avais trouvé performant. Donc, je ne sais pas s'il est mal utilisé, s'ils sont fous, si tout ce qu'on veut. Et défensivement, il y a eu effectivement quelques blessures. C'est de l'eau, comme on l'a dit pour les Panthers, c'est de l'eau de toutes les équipes. Mais bon, t'enlèves ton meilleur DN, qui est Demarcus Lawrence. Il y a eu effectivement Micah Parsons qui a été blessé quelques semaines. Ça aide pas. Mais je sais pas, on avait quand même le sentiment que ça allait arriver, en fait, pendant l'intersaison, on est en semi-reconstruction, mais on veut gagner. Mais en fait, quand tu es dans l'entre-deux, c'est généralement le côté négatif qui l'emporte. Tu peux pas avoir eu autant de joueurs qui sont partis, de pas avoir renforcé l'équipe avec des niveaux équivalents, et puis pouvoir prétendre à remporter la division, remporter la conférence et remporter un Super Bowl. C'est pas possible en NFL. Il y a toutes les équipes qui s'améliorent. Donc automatiquement, si toi tu t'améliores pas, tu vas baisser en fait dans la hiérarchie. Tu vas stagner au même niveau, mais comme les autres vont te passer devant, automatiquement tu vas régresser, quoi. Pour moi, c'était un peu attendu à voir sur la fin de saison ce que ça va donner. On a effectivement le sentiment que McCarthy, ça sera sa dernière année. C'est dommage, hein. Ils avaient je pense, un très bon head coach en devenir il y a 2-3 ans avec Kellen Moore qui était offensive coordinateur. Jerry Jones avait préféré garder McCarthy et puis Kellen Moore était parti aux Chargers. Il est maintenant aux Eagles. On voit l'attaque des Eagles, hein. Ça a tendance à plutôt bien rouler, on va y venir. Donc voilà, dommage pour eux. Ils ont peut-être effectivement laissé passer leur fenêtre de possibilité de retourner au Super Bowl ou d'aller en finale de conférence, ce qui serait déjà un petit miracle pour eux parce que ça fait déjà de nombreuses années qu'ils étaient allés. Mais voilà, ouais, décevant parce qu'ils étaient vainqueurs de la division l'année dernière et que là, ils sont derniers ou avant-derniers s'il y a les Giants derniers. Donc, ouais. Décevant et un petit peu étonnant, mais de mon côté, en tout cas, pas si étonnant que ça parce qu'on l'avait senti un petit peu venir quand même. Ouais, pour la division, les Cowboys sont 3e avec 3 victoires, 6 défaites et les Giants juste derrière.
2 victoires, 8 défaites. Ouais. Et puis tu t'en parlais tout à l'heure, et c'est vrai, hein, faut quand même le souligner, la stat est quand même assez folle. 31e sur le jeu au sol, ils sont 31e offensivement. Ils ont fait 753 yards, les Cowboys. Cote 1 pour faire un petit peu la ref. Les premiers, les Ravens, sont à 1826 yards. Donc voilà, il y a seulement les Riders qui font encore pire que les Cowboys. Ils sont à 692 yards en tout au sol. Donc voilà, ça montre qu'il y a un sérieux problème. Et du coup, voilà, absence de jeu au sol. CeeDee Lamb un petit peu tout seul côté réception. Alors j'aime bien, finalement, je me moquais un peu de lui, mais Doodle a montré 2-3 belles choses. Turpin aussi est plutôt pas trop mal, mais ça reste, tu les mets dans n'importe quelle équipe, ça reste des numéros 3, allez, voire 2 bis si on est sympa, vraiment, parce que si t'as rien de l'autre côté, mais voilà, quoi, vraiment, CeeDee Lamb, il est un petit peu seul au monde, quoi. Mais c'est ça ce que tu dis, c'est qu'on se contente de ça en fait. Turpin, c'est pas mal. Quand on est les Cowboys de Dallas, désolé, mais il faut pas se contenter de ce type de joueur. Il faut des mecs plus, faut des Brandon Cooks qui devrait revenir aussi de blessure, mais voilà, des mecs aussi d'impact qui peuvent faire des big plays sur lesquels tu peux compter un vrai receveur 2, un vrai receveur 3. Pas se contenter du ouais, Turpin, il fait des bons trucs, mais c'est tout. Non, Ouais. pour moi, les Cowboys, c'est un peu plus que ça. Et là, par contre, où c'est vraiment étonnant, c'est que on disait toujours que ils étaient assez insubmersibles à domicile, hormis en playoff, parce qu'ils s'étaient fait taper par les Packers l'année dernière. Là, cette année, de mémoire, ils ont remporté aucun match à domicile, et en se prenant en plus des énormes trampes. Donc pour le coup, ça c'est étonnant, pas dans leur saison. Qui perdent à l'extérieur, qui montent pas un beau visage, pourquoi pas, mais à domicile, ils se prennent quand même des sacrés roustes. Donc ouais, difficile à encaisser pour Dallas, et difficile, je suppose, à encaisser pour leurs supporters. Bah, je regardais, ils ont gagné aucun match pour l'instant chez eux. Ça, hein. Ils sont en Et, 0-3 ou et puis 0-4. ouais, ils se sont pris 44-19 en plus face aux Saints. Bon, 28-25 face aux Ravens, mais ils perdent. Ils se prennent 47-9 face aux Lions et 34-6 face aux Eagles. Ouais. Donc c'est vrai que ça fait mal. Et tu le disais, et c'est quand même bien. Tu vois, c'est à la différence, par exemple, des équipes comme les Chiefs, comme les Lions maintenant, parce qu'ils sont entrés, on va dire, dans la cour des grands. Les Bills, ces équipes-là, elles pensent playoffs, c'est-à-dire elles construisent leur équipe pour les playoffs, parce que pour eux, la saison, on va dire, la saison régulière, c'est l'échauffement, c'est l'entraînement. Les Cowboys, chaque année, ils vont en playoff un petit peu en marchant sur la saison. Et à chaque année, on a l'impression que c'est un running gag, mais on se moque d'eux parce que les Cowboys, c'est très fort en saison, mais c'est la petite fille en playoff et ça fait un petit tour épuisant. C'est comme ça. Et ben eux, ils ont pas pensé à ça. Ils se sont pas dit, bah ouais, il y a un problème dans notre effectif. Certes, on marche sur la saison régulière, mais en playoff, ça va pas. Et ils changent pas. Et donc voilà. Et maintenant, le problème vient carrément en saison régulière où ils ont un gros problème. Donc on espère que ça va s'améliorer. En tout cas, c'est peut-être bien aussi une saison comme ça, pour se prendre une petite gifle et puis remettre les pendules à l'heure. Hein. Peut-être que la saison prochaine, ils vont un peu bouger. Hein. Ouais, après, il y a tellement de besoins que bouger sur le coaching staff, oui, il y a des chances, mais il y a tellement de besoins que je suis même pas sûr qu'une mauvaise saison cette année. Et puis, on peut espérer des bons pics de draft aident à reconstruire significativement cette équipe. Donc, je pense que ça sera sur du moyen terme pour le coup, pour les Cowboys, pour bien repartir. Tout à fait. Eh ben, moi, ce que je te propose, PA, c'est qu'on reste dans la NFC Est. Puisqu'on va parler et on va venir faire un petit point retour sur le rewind du Thursday Night Football qui s'est déroulé cette nuit entre les Commanders et les Eagles. Alors, c'était un beau match, hein, un match entre pour la première place de la NFC Est déjà, et puis entre des Eagles toujours aussi solides dans cette division, et puis des Commanders surprenants depuis le début de saison. Alors, pour la faire courte, victoire des Eagles 26-18. PA, qu'est-ce que tu as retenu de ce match ? Un bon match. Alors, un peu étonnant parce que c'est un très bon match défensif des deux côtés. Étonnant parce que c'est des attaques quand même assez explosives sur les autres rencontres. Après, c'est un match de division, donc on sait que c'est un peu particulier, et en plus un match du jeudi. Mais voilà, match intéressant sur la première mi-temps, je dirais même sur les 3 premiers quart-temps. Et puis après, les Commanders sont complètement explosés en quatrième quart-temps, parce qu'ils se prennent un 20-8. Mais
Mais pour rentrer un peu plus dans le détail, j'ai bien aimé la défense des Commanders. Je les ai trouvés solides contre le jeu au sol, jusqu'au troisième quart-temps, jusqu'à la fin du troisième quart. Puis après, Saquon a fait de la magie et puis il leur a roulé dessus, tout simplement. On parlait des Panthers en début d'émission. Écoute, j'ai trouvé que Frankie Louvu et Jeremy Sheen avaient fait un très bon match. Donc là, c'est pareil. Pourquoi les avoir laissés partir? Donc, voilà, il y a quand même de bons espoirs. Je trouve que les corners du côté des Commanders ont été très bons. Donc à voir comment Latimore va s'intégrer dedans et s'il retrouve un bon niveau. Mais s'il a le niveau qu'il avait, en tout cas l'année dernière par exemple aux Saints, ça va encore plus step up cette escouade-là. Senry Steele, moi j'étais pas très chaud pour sa draft parce qu'ils n'arrêtaient pas de prendre des DB et que ça fonctionnait pas du côté des Commanders. Il a plutôt bien éteint AJ Brown, je trouve, et il a joué très très physique, parce qu'il a quand même bien bougé, notre ami Brown. Donc il y a des choses en place, ça reste une défaite, ils se prennent 20 pions sur le dernier quart, donc il y a des choses quand même qui restent à régler, mais franchement, sur les 3 premiers quarts-temps, ils ont été bons défensivement, et par contre, offensivement, je trouve que ça tousse beaucoup depuis quelques semaines maintenant. Plusieurs choses. Est-ce que c'est les schémas de Kingsbury qui ont été étudiés par les adversaires qui commencent à un petit peu moins fonctionner? On en parlait aussi tout à l'heure avec Sam Darnold. Je me pose aussi des questions moi, sur Jaden Daniels, dans le sens où on sait qu'en universitaire, c'est des saisons à 13 matchs. Là, on est rendu à la 11e semaine. Est-ce que physiquement, ils ne commencent pas non plus à tirer la langue parce que les rookies qui viennent de NCAA, ils ne sont pas habitués à faire 17 matchs dans une saison. Donc voilà, je vois plutôt ça comme raison actuellement, parce que pour le coup, j'ai trouvé Jaden Daniels un peu en dedans au niveau de ses passes, manque de précision, un peu dans les chaussettes, un peu un match à la Jared Goff de la semaine dernière. Et puis au niveau du match, ce qui a tué les Commanders, c'est les 2 turnovers consécutifs. Donc le turnover on bounce sur une 4e et 2, où le jeu qui est appelé est infâme de la part de Kingsbury. Et du coup, donc c'est un jeu de course de Jaden Daniels. Il est arrêté avant la ligne de scrimmage. Donc du coup, les Eagles récupèrent le ballon, touchdown derrière, en 2 minutes 50, enfin, quasiment 3 minutes. Derrière, interception sur le premier jeu après le touchdown des Eagles de la part des Commanders. 2 jeux après, 48 yards, 12 secondes, touchdown de Saquon Barkley. Donc en gros, le match, il s'est joué en 3 grosses minutes, 3 minutes 30, où il y a eu 14 points à 0 pour les Eagles là-dessus. Terminé, on ferme le rideau. Ouais, tout à fait. Tu vois, c'est ce qui est marrant, c'est que quand on écoute, on vous invite à le réécouter ou à l'écouter si vous ne l'avez pas fait, mais c'est vrai que pour reprendre ce que disait en fin d'épisode sur le rewind, sur le dernier rewind, GG et Doug disaient que c'est vrai que les Eagles, ils sont en 7-2. Enfin, maintenant ils sont en 8-2, mais à l'époque, enfin mardi en tout cas, ils étaient encore en 7-2. Et c'est vrai que quand tu regardes le match des Eagles, et là encore ils l'ont fait, ça patine toujours en première mi-temps, j'ai l'impression, les Eagles. C'est une sorte de vieux diesel qui met son temps à venir. Heureusement que la défense est là pour supporter un peu ça et contenir le temps que l'attaque se réveille. Et heureusement qu'ils ont les gros playmakers pour se lancer, parce que encore une fois, première mi-temps, les Commanders étaient devant, les Commanders s'étaient montré une meilleure image et une meilleure identité de jeu. Et les Eagles, comme d'hab, en seconde mi-temps, ils se sont réveillés, puis ils se sont appuyés sur leurs gros joueurs. Et notamment, tu l'as dit, un Saquon Barkley qui a encore fait un match XXL. Un A.J. Brown, comme tu le disais, c'est vrai qu'en première mi-temps, il a été pas mal accroché et pas mal pris, et ce qui l'empêchait de prendre. Et tu vois qu'en deuxième mi-temps, quand il arrive enfin à capter les ballons et à faire les gros gains, tout de suite, ça va mieux aussi côté offensif. Et puis, tu as toujours cette défense quand même de Philadelphie qui met la pression, qui dans le backfield aussi arrive à couper ses ballons et ses passes. Donc encore un gros match, et franchement moi ils m'impressionnent ces Eagles, parce que ils ont pas une tête d'équipe en 8-2, mais ils le font plutôt bien. Et de l'autre côté, ouais, je suis d'accord avec toi. En plus, Jaden Daniels, c'est quand même quelqu'un qui court beaucoup. Voilà, il arrive à sortir facilement de sa poche et en plus au bon moment, et à taper ses courses, ce fameux quarterback double menace. Et donc ouais, est-ce qu'il va pas s'essouffler, est-ce qu'il va pas s'écrouler avant la fin de saison? On ne sait pas.
En tout cas, à voir. J'ai bien aimé Brian Robinson aussi qui revenait et qui a fait un bon match. Un Austin Eckler aussi. Eckler, il me régale. Moi, j'y croyais en début de saison. J'étais content et j'espérais qu'il explose. Il a mis son temps, mais il est là. Un Zach Ertz aussi plutôt bon. Un Terry McLaurin totalement fantomatique. Ça, c'est bien dommage. Et ouais, tu le disais, un Frankie Louvou incroyable. La pression qu'il a réussi à mettre Frankie Louvou sur tout le match. C'était vraiment incroyable. Et puis si, quand même, faut le souligner, et ça pour une fois c'est bien, Jalen Hurts n'a ni fait son petit fumble habituel, ni sa petite interception, et ça fait plaisir, parce que souvent il est toujours entaché de ça, et là pour une fois il a fait un match très propre, Jalen Hurts, donc c'est plutôt bien, c'est plutôt rassurant, en tout cas pour eux. Et une petite question, parce que ça va être intéressant, PA. Les Commanders, c'est la première fois de la saison qu'ils enchaînent 2 défaites d'affilée. Alors ça va être plutôt bien parce que voilà, il y avait un peu ce conte de fées où cette année, voilà, ils ont réussi à choper du coup leur QB star pour l'avenir, une équipe qui mixe entre la fougue de la jeunesse et puis l'expérience de certains joueurs qui apportent justement cette expérience et cette maturité dans le jeu. Première fois qu'ils sont en 2 défaites d'affilée. Est-ce que tu penses qu'ils vont bien rebondir ou est-ce qu'ils vont rester plutôt dans cette optique de défaite? Bah, moi, je vais avoir 2 lectures parce qu'en fait, la défaite la semaine dernière, ça se joue un point contre les Steelers. Là, c'était quand même beaucoup plus difficile parce que c'est 26-18, mais les Eagles, ils mettent moins la pression défensivement sur la fin du match et il y a 26-10. Donc, pour moi, cette défaite, elle est un petit peu plus dure que celle contre les Steelers. Ça va dépendre du calendrier. Les 2 matchs contre les Cowboys, il y a les Titans, Saints, encore les Eagles et les Falcons. À voir dans quelle forme ils seront. Je t'ai dit, moi, je vais avoir un petit doute sur Jayden Daniels, sur le fait qu'il passe de la NCAA à la NFL et qu'il y ait beaucoup plus de matchs et plus d'intensité aussi, surtout quand ça va se rapprocher des échéances de playoffs. Parce que bon, 2 fois les Cowboys, on n'en a pas dit que du bien juste avant, mais ça reste des matchs de division, donc toujours compliqué. Les Falcons, eux, vont jouer aussi pour aller en playoff. Titans, Saints, à voir dans quel état ils seront. Mais bon. Défensivement, en tout cas, il y a des choses, surtout là-dessus. Ils ont montré des choses cette saison. Donc, à voir, ça va pas être un calendrier difficile, mais pas simple non plus, parce qu'il y a quand même 3 matchs de division. À voir. Moi, c'est vraiment le côté offensif, pardon. Sur le côté défensif, je trouve que depuis plusieurs semaines, ils montrent des très très belles choses, pas mal de pression. Les corners sont au rendez-vous, là où c'était quand même un gros point faible sur les dernières années. On peut même rallonger jusque-là. Donc, à voir si offensivement, ils reprennent un peu du mordant, s'ils arrivent à retrouver un peu la flamme, une connexion avec McLaurin, une connexion aussi avec Luke McCaffrey, parce que là, sur le dernier mois passé, la connexion se fait beaucoup moins bien entre Daniels et McCaffrey. Ça peut repartir, mais j'ai un doute. J'ai un doute là-dessus. On avait vu aussi Kingsbury avec les Cardinals. C'était par moments bien, et puis il y a des moments pas très bien. Donc, à voir. Et de mémoire, en universitaire aussi, Kingsbury avait une tendance à bien démarrer ses saisons et à mal les terminer. J'espère que ça ne sera pas la même chose pour les Commanders. Donc je vais rester attentif sur eux, et notamment offensivement. Ouais, faut savoir faire un petit peu évoluer ces cahiers de jeu parce que forcément les équipes en face, quand c'est les premières semaines, ils peuvent être surpris par ton plan de jeu, mais au bout de la semaine 13-14, ils commencent à s'habituer. Donc ils regardent les matchs et ils arrivent à s'adapter. Donc il faut aussi, toi de ton côté, t'adapter pour pouvoir surprendre à nouveau l'adversaire. En tout cas, c'est sûr, ils vont se retrouver, les Eagles et les Commanders, je regarde, le 22 décembre. Ils se retrouvent pour la revanche. Et voilà, bon, après, il n'y a pas matière à s'alarmer. Là, en plus, ça me fait un peu mal aussi de le dire, mais ils vont quand même enchaîner Cowboys, Titans, Saints. Il y a peut-être moyen aussi de réenchaîner, de repartir sur une petite série de victoires. Donc, et puis, bon, s'ils enchaînent 2-3 victoires, ils seront quand même en résultat positif. Donc, ça montrera quand même et ça signera une très très belle saison et surtout le renouveau de cette équipe qui était embourbée dans des histoires un peu pas possibles depuis quelques saisons. Donc voilà, faut pas non plus s'alarmer, mais voilà, ils sont en 2 défaites. Ça va être bien, ça va montrer à voir comment Daniel se gère aussi cette pression parce que forcément, quand t'enchaînes les victoires, t'es dans un cercle vertueux et t'as toujours aussi ce petit côté chance avec toi qui t'accompagne. Mais quand t'es dans
quand t'es à l'inverse, t'enchaînes les défaites, eh ben, c'est là où on va voir le caractère et puis le mental aussi qui va jouer dessus. Ouais, et puis le coaching staff aussi. Mais pour le coup, ça reste 2 défaites aussi contre des cadors de leur conférence. Les Steelers en AFC et de leur propre conférence, je dirais, pour les adversaires. Donc on sait, les Commanders, c'est une bonne équipe cette année. Ils ont leurs limites et du coup, les 2 défaites, bah, ils étaient limités parce qu'ils sont tombés contre meilleurs qu'eux, en tout cas en termes de talent sur le terrain. Donc c'est pas infamant en fait là-dessus. C'est logique, c'est juste qu'on a oublié que les Commanders n'étaient pas censés être en 7-4 au bout de 11 matchs. C'est juste ça. Ils ont certaines limites qui vont pouvoir compenser à la free agency et par la draft. Ça va monter aussi hein, en qualité, normalement, avec ces choix-là. Donc voilà, pour l'instant, ils sont un petit peu courts contre des leaders de division. On verra l'année prochaine, mais voilà, la saison n'est pas terminée. Toujours un petit bémol sur l'attaque, voir ce que ça va donner pour la fin de saison. Tout à fait. Du coup, PA, on va passer au gros projet. C'est le match de la semaine. Et alors là, je pense que si vous regardez le calendrier des matchs, il n'y a pas de surprise. On va parler des Chiefs contre les Bills. Alors, gros match. Hein. On a des Chiefs en 9-0 face à des Bills en 8-2. Le duel Mahomes-Allen. Des Chiefs invaincus. Est-ce que, PA, on va voir la première défaite des Chiefs cette saison? On verra ça dimanche. mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que sur ce match-là, il y a une série qui va forcément s'arrêter. Soit l'invincibilité des Chiefs sur cette saison, soit l'invincibilité des Bills en saison régulière contre ces Chiefs-là, puisqu'ils restent sur 3 victoires d'affilée en saison régulière contre les Chiefs, et ils sont aussi sur 3 défaites en play-off consécutives contre ces mêmes Chiefs. Donc voilà, il y a une série qui va forcément s'arrêter sur ce match-là, ou alors ils vont nous faire mentir et ils vont faire match nul au bout des 70 minutes de jeu. Mais les Chiefs sont un petit peu en danger dans le sens où ils sortent quand même de 2-3 matchs vraiment très poussifs. Ils sont extrêmement en réussite, on va pas dire chanceux, parce qu'ils provoquent la chance. Si on regarde bien le field goal bloqué contre les Broncos, bah, c'est un bon jeu de special team appelé. Hein. Ils sont, de mémoire, j'avais regardé, ils sont 7 sur leur côté droit, donc côté gauche des Broncos, pour 3 mecs qui les bloquent. Bah, à un moment donné, effectivement, il y a 2-3 joueurs qui arrivent sur le kicker. Donc, pour moi, ça a été une erreur d'ajustement de la part des Broncos là-dessus. On ne va pas revenir dessus. Mais voilà, c'est extrêmement bien coaché. Sur des matchs serrés, c'est aussi ce qui peut faire la différence. Maintenant, les Bills, ils sont aussi sur une très, très bonne dynamique. Ils sont sur 5 victoires consécutives. Ils avaient eu un très léger doute contre les Ravens, où c'était pris une sacrée trempe, 35-10, et une défaite un peu plus difficile à encaisser contre les Texans. Mais derrière, ils ont enchaîné quand même 5 victoires et ils sont sur les 4 derniers matchs, ils sont à plus de 30 points de moyenne en attaque. Donc, c'est une attaque qui tourne, c'est une attaque qui est bien. Josh Allen a bien pris son rythme de croisière. Sur chaque victoire qu'ils ont eue, Allen a à chaque fois dépassé les 200 yards, hormis sur la première victoire contre les Dolphins, où ils ont fini en 31-10, donc il était un peu en roue libre. Ils n'avaient pas trop eu besoin de son talent. Donc voilà, ça va être une belle bataille. La défense des Chiefs, on en a suffisamment parlé, elle est encore une fois excellente cette saison, même niveau, voire même un peu meilleure que celle de l'année dernière. La défense des Bills est un peu plus permissive, mais en même temps, l'attaque compense. Donc à voir s'ils vont arriver à limiter Mahomes comme l'a fait un petit peu les Broncos la semaine dernière. Et puis réussir à mettre, de toute façon, pour gagner un match, c'est simple, il faut mettre plus de points. Réussir à mettre plus de points que l'attaque ou la défense des Chiefs, parce que voilà, la défense des Chiefs met aussi des points par leurs interceptions. Ouais, totalement d'accord. J'ai l'impression que la défense de Buffalo va avoir un très gros travail à faire, mais s'ils arrivent vraiment à couper l'offensive des Chiefs, Allen de l'autre côté, il va pas se priver pour saisir sa chance et puis mettre plus de points du coup que les Chiefs pour essayer de remporter le match. En tout cas, c'est un gros match référence, j'ai l'impression, parce que d'un côté, on a les Bills qui... Bon, il y avait pas mal de doutes au début de saison envers eux, et finalement ils donnent tort un peu à tout le monde, et ils montrent qu'ils ont quand même
une équipe plutôt homogène et qui tourne bien des deux côtés du ballon, avec un Allen qui est dans la discussion pour le titre de MVP. Hein. Bon, de toute façon, il est QB, donc tous les QB sont dans la course au MVP, j'ai l'impression, de toute façon. Mais ça va être un match référence, surtout que lors de défaites quand même, ils se font accrocher contre les Ravens et contre les Texans, donc qui sont aussi deux autres grosses franchises. Donc là voilà, est-ce que enfin ils vont pouvoir avoir cette victoire un peu référence contre une top équipe de la ligue? Et puis de l'autre côté, les Chiefs, j'ai l'impression que de toute façon tout le monde attend chaque semaine de savoir s'ils vont perdre ou non. Finalement c'est la question, elle est aussi simple que ça. Est-ce que les Chiefs vont perdre? Point. De toute façon, ils perdent les Chiefs, à part s'ils se font battre 52-10. Il n'y a rien d'alarmant parce que de toute façon, ils seront en 9-1. Donc franchement, les playoffs de toute façon sont déjà acquis de leur côté. Et par contre, s'ils gagnent, les Chiefs, ça fait peur parce que déjà, ils battent les Bills qui sont quand même une sacrée équipe. Et après, ils vont enchaîner les Panthers, les Riders, les Chargers. Les mecs, ils vont partir, ils vont faire une saison de malade. Et je sais pas, parce que c'est vrai, comme tu le disais, les Chiefs depuis quelques semaines, on a l'impression qu'ils gagnent, même quand ils ont beaucoup d'avance au point, ils gagnent un peu sur le fil du rasoir. Ça veut dire que, alors bon, on passera d'un côté, c'est le 12e homme, c'est l'arbitre, après c'est le coup de chance ou la faute à pas de chance pour l'équipe adverse. Mais quoi qu'il se passe, en fait, les Chiefs, ils arrivent à gagner. Donc, je sais pas. Moi, je vais pas oser miser contre eux parce que de toute façon, tant qu'ils ont pas perdu les Chiefs, je pourrais pas le croire. Mais ça promet d'être un match incroyable, un match peut-être avec beaucoup de points ou alors justement avec peu de points et où les défenses vont, parce que pareil, hein, du côté des Chiefs, la défense, même si elle a peut-être, je vais pas dire baissé, mais elle est peut-être un petit peu moins impactante par exemple que la saison dernière, un tout petit peu moins en tout cas. Elle reste quand même très 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 efficace et elle a quand même sorti les Chiefs encore cette saison, les Chiefs du pétrin dans pas mal de cas. Donc voilà, ça peut être aussi un gros match défensif finalement. Mais tu parlais de la défense des Chiefs. C'est une équipe qui prend des yards et des points sur la première mi-temps. Par contre, les ajustements qui sont faits en deuxième mi-temps, c'est juste hallucinant. Les Broncos, la semaine dernière, ils mettent 0 points en deuxième mi-temps sur 30 minutes. Il faut se rendre compte un peu de la dinguerie. Et ils ont des faiblesses sur le backfield défensif, notamment sur les safety. On voit qu'ils sont pris quand même quelques lancers en profondeur cette saison qu'ils n'avaient pas forcément l'année dernière. Mais leur ligne, leur front seven est tellement impactant, imposant. Chris Jones, il fait encore une saison monumentale. Le mec, il est obligé d'être double, voire triple teamé, quoi. Il est inarrêtable, tout simplement. Et ça laisse aussi la part belle à d'autres DN comme Karl Aftis, qui fait une très bonne saison. Donc en fait, on a l'impression qu'ils sont bien en première mi-temps, ils sont un peu en contrôle, ils se prennent des points, mais l'attaque arrive à mettre des field goals, un touchdown pour rester un peu dans le match. Et en deuxième mi-temps, les mecs, ils sont à fond défensivement. Ils écrasent complètement la ligne offensive adverse. Et puis derrière, l'attaque, elle a juste à mettre son petit field goal tranquille et puis ça remporte le match, quoi. Mais après, on verra la fin du match contre les Bills, s'ils le remportent ou pas. Maintenant, quand on voit la joie qu'ils ont eue quand ils ont bloqué le field goal contre les Broncos, on sent qu'ils veulent faire une saison invaincue, que c'est dans un coin de leur tête. Ça me fait penser à une autre équipe, dans un autre sport, que Doug appellera très gentiment un sport de préau. Ça me fait penser il y a quelques saisons aux Warriors, qui avaient ce bilan-là de record des Chicago Bulls à battre et qui sont arrivés complètement cramés en finale contre les Cavaliers et qui avaient perdu ce fameux match, le fameux 7e match avec le bloc de LeBron James sur la dernière minute de mémoire et le 3 points de Kyrie Irving. Ils avaient perdu 4-3 sur la finale en NBA en cumulé. Attention aux Chiefs à pas laisser trop d'influx nerveux, c'est surtout là-dessus, trop d'influx nerveux sur ce bilan-là d'invaincus, de montrer dynastie, tout ça, d'avoir ça vraiment quelque chose qui les pousse, qui les motive, mais que du coup, ils vont peut-être un peu subir ça à la fin de saison, durant les playoffs. Voilà, juste une petite alerte. Parfois, c'est bien aussi d'en lâcher un ou deux pour se préserver et d'être en playoff à fond, plutôt que de se donner à fond tout le temps en saison régulière pour rester invaincu et au final se faire sortir dès le premier tour en finale de conf ou se faire battre au Super Bowl. Ouais, tout à fait. On pensera, le front office, à
à acheter et à offrir un NBA League Pass à Doug pour qu'il vive sa meilleure saison de sport de préau en tout cas. Et tu vois, je regardais un petit peu là les calendriers. Je suis en train de remarquer les Chiefs ont les Chiefs. Attends, je suis en train de dire des bêtises ou pas? Ou je suis en train de me tromper? Non, les Chiefs n'ont pas pris plus de 30 points de la saison pour l'instant. Tu vois? Non, mais il y a rien d'étonnant, même si Voilà. on pousse un peu. Le plus gros, c'est 25 contre les Bengals. Voilà. Alors que de leur côté, les Bills ont, eux, Ouais. mis, à 7 reprises, ont mis plus de 30 points. Donc là aussi, pareil, hein, à voir si les Bills... Mais voilà, je pense que les Bills peuvent aller gêner les Chiefs. De là, est-ce qu'ils vont les battre? Je suis pas sûr. Moi, comme je l'ai dit, hein, tant qu'ils n'ont pas perdu les Chiefs, je ne le croirais pas finalement. Je suis assez d'accord. Après, pour les Bills, c'est à domicile. Donc, écoute, est-ce que ça va jouer là-dessus? C'est toujours bien de jouer à domicile à un match de cette importance, donc à voir. Est-ce que aussi ça serait pas un petit match, un petit avant-goût, un petit match préparatoire aussi de play-off finalement? L'une des deux équipes voudra envoyer un message à l'autre finalement, tu vois? Ouais, mais tu vois, on disait ça à chaque fois des Bills en saison régulière. Attention, on envoie un message. Ouais, ils remportent le match, mais à chaque fois, ils se font taper en play-off, quoi. Donc, je pense qu'eux, ils en ont aussi un petit peu marre d'envoyer un message et de se, et de se faire éliminer par ces KC Chiefs. Donc, à voir. Je pense sincèrement qu'eux, ils préfèrent perdre ce match-là et s'ils doivent se rencontrer une nouvelle fois en play-off, bah, du coup, de remporter en play-off. Mais à voir. Ouais, l'histoire des messages. Surtout là, on est qu'en milieu de saison, tu vois, donc à voir. Je suis pas un partisan de ça. Mais... Ouais, mais enfin, attention quand même à pas laisser trop de victoires aux Chiefs parce que s'ils arrivent blindés et avec une saison quasi parfaite ou parfaite en playoff, ça risque de faire mal aussi. Hein. En plus, on sait comment en playoff, l'année dernière, allez suivre les playoffs de la saison dernière si vous les avez ratés. Les Chiefs, c'était incroyable. Alors, après une saison un petit peu étrange de leur part, ils sont activés le mode rouleau compresseur en playoff. Incroyable cette équipe. Les Bills n'étaient pas passés loin justement en playoff l'année dernière. Vraiment, ça s'est joué à très très peu. Et la NFL a plutôt bien fait les choses parce que ça sera le seul match sur la slate de 10h25. Donc, plutôt bien. Il y aura 2 matchs à 10h. Et ça sera le seul pour 10h30, nous côté français. Donc, c'est plutôt cool. Ah bah, ils veulent le mettre en avant aussi, je pense. Hein. De toute façon, les gens vont regarder un match comme ça. Tout le monde a envie de voir. Hein. Ouais, il y a des chances. Tout le monde a envie de voir ce match. Très bien. Bah écoute, mon petit PA, on va passer aux heures sup. Un match, un joueur, peu importe. De quoi as-tu envie de nous parler? Je pense je vais te laisser la main parce que moi, je vais parler plus précisément d'un match d'AFC et toi, tu as envie de nous parler dans sa globalité de l'AFC. Exactement. Là, on arrive à un peu plus du milieu de saison, parce que semaine 11, donc on a déjà bien entamé la deuxième partie de la saison. Et on a toujours dit que l'AFC était une division, une conférence très, très homogène. Effectivement, ça se retrouve quand on regarde un petit peu les bilans. Et il va y avoir une vraie lutte pour aller en play-off sur les deuxième ou troisième strapontins de division. Et il y aura des matchs importants cette semaine à suivre parce que ça pourra vraiment faire bouger les lignes. J'ai ressorti par exemple les Bengals qui vont avoir un match important contre les Chargers parce qu'ils ont deux victoires ou 2 défaites d'écart entre les deux. Donc ça peut vraiment, pour le coup, si les Bengals gagnent ce match, ça peut les remettre bien dans la course pour les playoffs. Il y a un Jets contre Colts, pareil, bataille de playoffs parce que les Colts sont pour le moment aux portes des playoffs, là où les Jets, il faut qu'ils se relancent après leur défaite un petit peu surprise contre les Cards, s'ils veulent ne pas bazarder complètement la saison. Donc voilà, il va y avoir 2-3 matchs comme ça qui va être plutôt pas mal. Les Dolphins se sont bien remis depuis le retour de Tua, ils rencontrent les Raiders. Logiquement, ça devrait être une victoire également pour eux. Donc voilà, il y a des équipes qui vont se repositionner dans cette course-là. Les Broncos qui sont actuellement en playoff, qui vont rencontrer Atlanta, qui est jamais évident. Donc je te dis, il va y avoir du changement, je pense, à la fin de cette semaine-là. Donc ça va être intéressant. Et je reste persuadé que jusqu'à la semaine 18, ça va sans arrêt bouger et qu'on ne saura pas la semaine 18 qui sera en playoff et qui sera out de la saison.
Ouais, je suis en train de regarder justement un petit peu les classements et c'est vrai qu'il va y avoir à la fois des belles rencontres et ça va être plutôt serré. Euh, Ouais, j'ai quand même bon bah l'AFC Nord, on en reviendra après sur un fameux match. Ça va rester serré, ça va batailler. Est-ce que la FCI c'est pas déjà perdu de toute façon? C'est les Bills largement devant. Bah pour la tête de division, oui. Je te dis après pour les Strapontins en playoff, c'est vraiment pas fini. Hein, pour les Jets et pour les Dolphins, il suffit de 2-3 victoires pour bien se repositionner. Effectivement, on dit que la l'AFC est homogène, elle est un peu homogène vers le bas quand même, hein, parce que quand on voit que les Broncos sont en 5-5 et du coup en playoff, les Colts sont 4-6, ils sont 8e, les Bengals sont 4-6. Enfin, dans une année un petit peu lambda, en 4-6, généralement, c'est un petit peu déjà en balotage très favorable pour aller en playoff. Si on compare avec la NFC, on dit que les Commanders font une super saison. Ils sont maintenant en 7-4 parce qu'ils ont enchaîné 2 défaites. Ils sont 7e en conférence. Ouais, c'est Tu vrai. vois, là où les 7e pour le moment sont les Broncos en 5-5. Donc tu vois, il y a, voilà, c'est une homogénéité vers le bas où en tout cas les Chiefs et les Bills sont vraiment extrêmement devant et puis après derrière ça se tire un peu la bourre. Donc voilà, pour moi, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 équipes, 6 équipes qui peuvent Mhm. être en balance pour aller en playoff pour 2 places. Ouais. Donc ça va être ultra intéressant. C'est vrai que entre là, si on met le classement de la conférence, entre la 6e place des Los Angeles Chargers avec 6 victoires et les 12e, les New England Patriots avec 3 victoires, il y a que 3 matchs de différence. Hein. Ouais. Donc, et on est en semaine 11, donc on vous laisse faire le calcul, mais il reste quelques matchs, bien sûr. Donc ouais, il va y avoir du suspense jusqu'à la fin. C'est bien vrai. Et surtout quand tu regardes là ceux qui sont actuellement en playoff, donc les Chargers, les Broncos, les Colts, enfin Chargers Broncos, pardon, ils Ouais. vont avoir des matchs compliqués à aborder. Les Chargers contre les Bengals, j'ai dit pardon, les Broncos contre les Falcons. C'est pas interdit que ces deux-là perdent. Et du coup, si les Colts, les Bengals se remportent, du coup, si les Chargers perdent, les Bengals gagnent le match automatiquement, parce qu'ils se rencontrent. Mais ça peut rééquilibrer cette course-là au playoff. Donc c'est là où je dis que cette semaine va être importante. En l'occurrence, si les Chargers et les Broncos l'emportent, ça commencera à devenir un petit peu compliqué pour aller les chercher, effectivement. Donc, ouais, c'est une semaine peut-être un peu bascule dans la saison, dans la course au playoff en FC. Tout à fait. En tout cas, c'est bien. Pour nous, spectateurs, ça Ouais. promet parce que quand c'est plié d'avance 3 semaines avant, c'est chiant, il n'y a plus de suspense. Là, si ça peut se tirer à bourre jusqu'à la semaine 18, on est preneur en tout cas. On est preneur. Et du coup, on va aller un petit peu plus en détail parce que du coup, tu parlais d'AFC. Moi, je veux parler d'un match d'AFC qui va se disputer cette semaine entre les Ravens et les Steelers. Donc, un match intra-division de l'AFC Nord avec les Steelers en 7 victoires pour 2 défaites et les Ravens en 7 victoires pour 3 défaites. Des Ravens qui, alors offensivement, impressionnent et dominent à peu près quasiment toutes les stats de la ligue pour l'instant. Un Lamar Jackson qui est plus que dans la discussion du MVP. Il est limite sur le podium, voire pour l'instant, c'est lui qui a la couronne et il veut la laisser à personne et il court et comme ça, personne ne le rattrape. Pour garder cette couronne, et des Steelers avec toujours cette défense de fer, cette défense qui plie mais qui ne rompt pas, cette défense avec ces playmakers qui font mal, et notamment un Watt qui d'année après année tel un bon vin se bonifie et est toujours incroyable. Et puis enfin avec l'arrivée de Russell Wilson depuis quelques semaines, une équipe qui aussi côté offensif et plus homogène, c'est-à-dire qu'il y a quand même une bonne base au niveau du jeu au sol, mais maintenant ça commence à lancer, ça commence aussi à porter ses fruits du côté des Steelers, pardon. Et du coup, un Russell Wilson qui a repris des couleurs du côté de Pittsburgh après sa phase Broncos un petit peu en dents de scie.
Donc voilà, c'est un match pour la première place, de la FC Nord. Les Steelers qui sont toujours bien partis pour une 17 ou 18e saison en positif et qui étaient pour l'instant premiers et qui étaient seuls au monde, mais ils se sont fait rattraper par les Ravens qui se sont bien relancés, qui tiennent un haut rythme, et puis des Ravens qui ont envie de récupérer la place de numéro 1 de la FC Nord parce qu'ils ont envie de montrer qu'ils sont les patrons. Les stats parlent pour eux et donc ils peuvent le faire. Donc voilà, ça va être une très très grosse rencontre. Ouais, très belle rencontre. C'est vrai que les Ravens, ils remportent leur match, mais je sais pas, ils n'arrivent pas à me convaincre. C'est toujours un Ouais. petit peu serré. Alors, il y a eu cette défaite un petit peu bizarre contre les Browns. Derrière, contre les Broncos, la première mi-temps est accrochée, puis après, ils déroulent. Cette victoire encore surprenante contre les Bengals, ça fait la deuxième de la saison contre ces mêmes Bengals. Donc, j'ai pas ce sentiment vraiment de rouleau compresseur d'équipe qui mettent plus de 10 points d'écart à chaque fois dans leur victoire, mais ils remportent les matchs. Donc, effectivement, ça fait un peu peur. Après, les Steelers, là, ils vont commencer leur road trip en interne parce qu'ils n'ont rencontré aucune équipe de leur division. L'année dernière, ils avaient fini en 6-0, 6 victoires, 0 défaites. Vraiment, je ne mets pas les Ravens ultra favoris, même s'ils ont montré de meilleures choses. Ça reste un match de division. Tomlin, il sait y faire. C'est surtout ça aussi. Ouais. Voilà, il y a deux équipes qui arrivent à mettre des points. J'ai le sentiment que sur ce match-là, ça sera très défensif. Comme à chaque fois en AFC Nord, où c'est vraiment des bourrins qui se rentrent dedans. Mais historiquement, en tout cas. Mais voilà, ça reste un match de division. Il y a Tomlin d'un côté. Attention pour les Ravens. Attention pour les Ravens sur ce match-là. Ouais, je pense aussi. Puis oui, comme tu le disais, mais la saison dernière, ils finissent en 6-0. Ouais, en 6-0 ou en 5. Ouais, en 6-0 en division. Donc voilà, c'est jamais facile. De toute façon, les matchs intra-division, on le sait, hein, même quand il y a une équipe qui est plus en forme que l'autre, il y a toujours des surprises parce que tu as toujours envie de battre le rival, hein, le rival direct. Donc voilà, sachant qu'ils vont se retrouver finalement c'est un peu le même archétype que les Commanders et les Eagles. Ils vont se retrouver en plus quelques semaines après, les Ravens et les Steelers, mais sans marcher sur le 2-minute warning, je crois que j'avais mis aussi moi de mon côté, j'avais mis les Steelers parce que je pense qu'ils peuvent le faire. La défense elle continue à être XXL de mon côté et ils ont quand même donnent un meilleur visage côté offensif. Donc j'ai l'impression que c'est une équipe vraiment qui monte en puissance et qui est de plus en plus homogène des deux côtés du terrain et ça fait mal parce que l'année dernière quand ils perdaient à chaque fois ils perdaient de peu, mais c'est parce que juste cette attaque elle n'arrivait pas à avancer, elle n'arrivait pas à marquer alors que la défense tenait contre vents et marées. Et bon si cette année la défense continue de tenir comme ça et qu'en plus de l'autre côté ils marquent des points, attention aux Steelers en fait. Là, sur ce match-là, je crois qu'il y a juste Alex Highsmith qui va être blessé, donc c'est un peu dommage sur le poste de linebacker. Mais comme tu disais, depuis que Wilson est sur le terrain, il fait pas, en termes de complétion, il n'est pas meilleur ou moins bon que Fields, il est à peu près dans la même moyenne, mais lui, il tente beaucoup plus de passes en profondeur avec un George Pickens qui est plutôt un receveur 50-50 assez imposant. Et du coup, il lui fait confiance et ça fonctionne bien. La connexion avec Pickens, ça fonctionne très bien. Et c'est d'autant mieux dans ce match-là parce que c'est un des points faibles des Ravens. Alors après, on peut dire, oui, les Ravens, ils ont tellement d'avance que ça force les équipes adverses à jouer à la passe. Ouais, mais pas tant que ça malgré tout. Et ils se font quand même largement ouvrir sur les postes de corner. Il y a Marlon Humphrey, on sait que c'est un peu un gambler, un mec qui tente à chaque fois d'avoir une interception, mais ça ne fonctionne pas toujours. Moi, je trouve que Nate Wiggins, le rookie, il ne fait pas une bonne saison du tout. Et Cal Hamilton est sorti un peu blessé sur le dernier match, à voir s'il sera présent. C'est quand même un pion essentiel sur le poste de safety. Si lui, il n'est pas là, le backfield défensif, il est encore moins bon que ce qu'il n'est d'habitude, quoi. Donc, attention au niveau du jeu aérien. On sait que l'identité des Steelers, historiquement, c'est aussi un bon jeu de course. Mais voilà, avec Wilson qui fait confiance à ses receveurs, avec l'intégration de Mac Williams qui a déjà mis un touchdown sur le match précédent, voilà, attention à cette attaque offensive aérien des Steelers face au corner ou en tout cas un backfield défensif un peu poreux pour les Ravens. Ouais, tout à fait. Non, et puis ouais, Russell Wilson, il apporte quand même quelque chose. Alors forcément, comparé à Justin Fields, bon déjà, il a l'expérience, donc il a aussi cette maturité. Et c'est sûr qu'au niveau du lancer, hein, même si je trouve que
Fields s'améliore là-dessus et puis il a montré des belles choses en début de saison du côté des Steelers. Quand même, bon, voilà, Russell Wilson, niveau des passes, c'est quand même autre chose. En plus, c'est sûr qu'il a un Pickens. Il a aussi, du coup, là, Mike Williams qui est arrivé. Alors, bon, Mike Williams, c'est quand même propre. Il a fait qu'un match pour l'instant avec les Steelers, mais c'est une réception pour une target, 32 yards et un touchdown. Donc lui aussi, il va peut-être aussi monter en puissance. Il va prendre ses marques avec sa nouvelle équipe, avec ses nouveaux coéquipiers. Donc attention, c'est aussi un joueur d'expérience qui peut apporter quelque chose et qui peut soulager Pickens de ce côté-là. Et puis oui, tu l'as dit, toujours quand même ce jeu au sol. Alors Najee Harris, Jalen Warren, Cordarrelle Patterson, le vieux briscard là, qui est toujours là. Alors c'est plus comme avant, mais il fait quand même quelques jeux. Il apporte aussi. Harris et Warren, c'est quand même plutôt pas mal. Et Harris, j'aime bien aussi un petit peu, comme on en parlait tout à l'heure avec Kyler Murray. Harris, j'aime bien. J'ai l'impression qu'il a un petit peu changé aussi d'état d'esprit. Et ça se ressent sur le terrain. Et puis Wilson, alors bon, Wilson n'est plus le Wilson qu'il était de l'époque. Hein. Il a du kilométrage, le monsieur, mais voilà, il peut aussi encore lui aussi courir, et donc ça peut créer aussi cette double menace. Donc attention. Et puis comme tu l'as dit, c'est vrai que les Ravens, c'est quand même costaud, mais il y a eu 2-3 trous d'air comme ça, par-ci par-là, et notamment en plus contre le rival de division des Browns. Donc attention de ne pas se faire surprendre par les Steelers. Complètement d'accord. Et en plus, ça se joue à Pittsburgh. Je dis C'est à Pittsburgh, ouais. Ah, c'est bon, je dis pas de conneries. Ouf. Anciennement Heinz Field, et c'est le Harrisur Stadium maintenant. Je préférais Heinz Field, moi. Ouais. On est plus en ambiance catch-up, nous, ici, effectivement. Exactement. Très bien. Bon, bah écoute, PA, c'est bon pour toi ou t'avais autre chose à rajouter, peut-être? Non, on peut aller au 2 minutes, et un peu de rallonge warning. Exactement, le fameux 2 minutes, un peu de rallonge warning. Faut insérer le gif là, de Bob l'éponge là, à chaque fois, a few moments later là. Parce que on sait jamais trop combien de temps ça va durer avec nous, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que normalement, d'ici après-demain, vous l'aurez en entier. Il y a un début et une fin, mais on ne sait pas après la longueur entre les deux. Voilà, exactement. Du coup, je vais t'énoncer les matchs dans l'ordre, et puis je te laisse parler, ou tu veux que je parle en premier? Comme tu veux. Bon, au classement, t'es premier, je crois, hein, c'est ça? J'ai bien compris que t'attendais mes pronos pour faire tes pronos. Donc... Allez. J'avais lancé là, ouais, mais maintenant j'ai changé. Là, on a un GG on fire qui prédit ses meilleurs textes, donc j'ai changé de parieur. Je suis désolé, de bookmaker. C'est pour ça qu'il fait jamais les previews, c'est pour se garder ses petites takes tout seul et puis remonter tout doucement dans le classement. On t'a vu, GG, on t'a vu. T'es comme les Cardinals, maintenant t'es en lumière, fais attention. Exactement, il est en lumière, tout à fait. Bon, alors du coup, les Packers contre les Bears. Les Packers. Je vais partir aussi sur les Packers, beaucoup trop solides. Les Jaguars contre les Lions. Lions. Les Vikings contre les Titans. J'ai mis quoi? Les Vikings. Moi, j'ai hésité. J'ai dit les Vikings, mais en vrai, je suis bien tenté. Je pense qu'ils peuvent faire une dinguerie, les Titans. Mais Vikings, quand même, la valeur sûre, normalement. Les Raiders contre les Dolphins. Les Dolphins. Les Dolphins, tu l'avais bien précisé, hein, depuis le retour de Tua, c'est bien reparti, hein, les Dolphins. Hein. Ouais, c'est intéressant. On revoit enfin Tyreek Hill. Il est vivant, cet homme-là. Il n'est pas en prison. Il est bien sur le terrain. Donc, non, c'est mieux offensivement, et défensivement, ça a fait plutôt des bonnes choses sur les 2 dernières semaines également. Donc, tant mieux. Tout à fait. Les Rams contre les Patriots. J'ai mis les Rams. J'ai mis les Rams aussi. Ouais, les Patriots, ça va être trop juste. Et puis les Rams, comme le dit Doug, trop bien coachés. Et puis c'est incroyable. Stafford, Nakua, Cup, et consorts, c'est vraiment incroyable. Attention pour les Rams quand même, parce que ils ont joué à domicile dans la nuit de dimanche à lundi pour nous, donc c'était le dimanche soir pour eux. Et là, ils ont traversé tout le pays pour. Et non, en fait, ils ont joué lundi soir, pardon. Je raconte une bêtise. Ils ont joué lundi soir et ils ont traversé tout le pays pour aller à Boston
Donc on sait alors, il y a quand même du décalage horaire, il y a du trajet, il y a tout ça. On sait que les joueurs sont habitués, mais malgré tout, c'est quasiment une semaine un petit peu plus courte, plus raccourcie, parce qu'ils ont joué lundi soir. Donc attention aux Rams là-dessus. Ah non, mais ça peut jouer, hein, ça peut jouer. Surtout que là, on arrive aussi mi-novembre. Hein, le temps de Los Angeles et de Boston, c'est pas tout à fait le même. Hein. Non, c'est pas tout à fait le même, non. Ils ont sûrement la même finalité de température entre 24 et 4, mais effectivement, il n'y a pas le 2 initial pour les Rams. Donc, ouais, attention à ça. Exactement. Les Browns contre les Saints. J'ai mis les Saints. J'ai mis les Saints aussi. Les Colts contre les Jets. Je crois que j'avais mis les Colts initialement, mais il me semble que Richardson est de retour titulaire, donc je vais peut-être mettre les Jets. Ah mince, j'ai mis les Colts aussi. Ah, c'est Richardson qui revient ? Il me semble, ouais, j'ai vu une info passer là-dessus. Je revérifierai, mais il me semble. C'est devenu une grosse déception. On avait la hype Richardson, j'ai l'impression que c'est devenu la grosse déception finalement. Ouais. Donc, bah du coup, est-ce que je crois que je vais partir du côté des Jets aussi. Je vais migrer du côté de New York. Les Ravens contre les Steelers, du coup. Moi, je pars du principe comme pour les Chiefs. Tant que les Steelers n'ont pas perdu contre un rival de division, je pars sur eux, donc Steelers. Les Steelers. Les Falcons contre les Broncos. Les Broncos. Ah, les Falcons pour moi. Ouais, c'est du côté de Denver. Et ouais, non, les Broncos, c'est plutôt pas mal. Mais j'ai l'impression que quand même, Atlanta, c'est quand même solide là, cette année. Et ça y est, ils ont pris leur envol. Du coup, là, ils vont creuser l'écart. Là, ils vont en profiter avec les Bucks qui ont eu un petit ralentissement aussi. Ouais, j'aime bien ce que proposent les Broncos. Même son de cloche que ce que j'ai pu dire avec Darnold et Jayden Daniels. Bonix, c'est aussi un rookie. Il était en NCAA, 13 matchs en NCAA, on le rappelle. Donc, à voir sur la fin de saison. Pareil, lui, physiquement, s'il arrive à tenir sur la distance sur les 17 matchs. Exactement. Et on a un nouveau, on en profite, on fait un peu de pub aussi. Hein. Rejoignez-nous si vous n'êtes pas encore sur le Discord. On a eu un nouveau membre dans le Discord qui est arrivé, un fan des Broncos qui s'appelle, je crois, Renato. Donc on te salue, on te souhaite la bienvenue, hein, qui nous a fait un magnifique fan des Broncos, hein, beau stade, beau maillot, Bonix. Voilà, la blague est valide. On aime ça. On aime ce trait d'humour. Les Seahawks contre les 49ers. Je vais partir sur les 49ers. Je vais partir sur les Seahawks, mais en vrai, je suis sûr de rien parce que les Seahawks, ils ont commencé fort et ça commence un petit peu à caler, j'ai l'impression. Et les 49ers, c'est une semaine correcte, une semaine on comprend pas. Donc, c'est un peu le match, là, vraiment, misez pas votre maison dessus. Hein. Vraiment. Non, si vous êtes sur un... comment ça s'appelle Survivor, c'est clairement le match à éviter. Exactement. Et l'hécatombe, les Survivors, je crois, d'après les Fantasy Ballers cette année-là. Alex était notre dernier survivant, notre dernier, je sais pas c'est quoi les noms de Koh-Lanta, là, notre dernier Titaponga, là, sur son île tout seul. Il réussissait à résister, mais c'est chaud. Hein. C'était tellement le bazar qu'ils ont relancé une ligue parce que c'était déjà terminé au bout de la 6e semaine. Donc, ils ont relancé une ligue Survivor parce qu'elle était déjà terminée au bout de 6 semaines. Incroyable. Les Chiefs contre les Bills. Chiefs. Ah, les Chiefs. Tant qu'ils perdent pas, les Chiefs toujours. Les Bengals contre les Chargers. Je vais partir sur les Chargers de mon côté. Moi, je vais partir sur les Bengals. Le match contre les Ravens me fait dire que les Bengals ont encore quelque chose à tirer de cette saison. Tu parlais tout à l'heure des Cardinals, équipe surprise un peu qu'on met pas en avant. Les Chargers, ils sont en 6-3. Je trouve qu'ils sont pas suffisamment mis en lumière et ils ont une excellente défense cette année. Un peu une défense de no-name. Hein. Il y a quelques joueurs stars, Bossa, Mac, tout ce qu'on veut. Mais derrière, c'est les mêmes joueurs qui avaient l'année dernière, plus ou moins, qui se prenaient des valises et des valises de points, de yards ou tout ce qu'on veut. Et là, cette année, transformé par un excellent coaching staff, il faut le reconnaître. J'avais des doutes, moi, sur le retour d'Arbo. Et je reconnais mon erreur. Il fait du très, très bon travail. Et c'est une des meilleures défenses de la ligue. Donc, ouais, attention à eux. Et peut-être que les Bengals sont un peu plus toussés que le match précédent contre les Ravens. Tout à fait. Et enfin, pour le Monday Night Football, les Texans contre les Cowboys. Et les Texans.
Ouais, les Texans. Même si des fois c'est un petit peu léger cette saison, les Texans ça reste quand même solide. Et puis bon, Dallas, on en a parlé tout à l'heure. Hein. Voilà. Et une pensée cette semaine pour Trey et pour Doug. Ils ne vont pas souffrir parce que leur équipe respective, donc les Giants et les Buccaneers, sont en bye week. Et cette semaine accompagnée par les Cardinals et les Panthers, comme on a dit. Voilà, tu vois, j'allais te laisser la main parce que je sais que tu aimes cette phrase, elle te tient à cœur. Vivement la bye week pour les Patriots pour ne pas que je souffre. Exactement. Et bah du coup, PA, c'est nickel. L'épisode est terminé. Alors quelques points. Hein. Alors un petit point promo. Hein. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter /X @lefrontoffice. Sur Instagram, si vous voulez voir la tournée des congrès de PA aussi, n'hésitez pas. Hein, @lefrontoffice. On vous a dit le Discord. On est de plus en plus nombreux. Je crois qu'on atteint les 120 membres. Donc là, c'est un beau Discord, toujours très actif de notre côté, mais aussi de la part de tous les membres. Donc encore merci à vous, merci à tous. Le Discord, et alors le Twitch, le front office. Et du coup, je me permets de faire la petite promotion. Alors nous serons une partie des membres du front office seront en live ce mercredi. Du coup, nous serons le mercredi PA. Alors, j'ai bien préparé. Mercredi 20, voilà, merci. Mercredi 20, live sur Twitch vers 21h, comme d'hab. Venez vers 21h, des fois on arrive un peu plus tôt, des fois on arrive un peu plus tard. Venez à 21h, et vous ne serez pas déçus pour passer une très bonne soirée. C'est pour la remise des trophées, je crois, de mi-saison à peu près. Ouais. Voilà. Alors bon, bien sûr, à la sauce front office, hein, donc on a trouvé des noms. Enfin, j'ai vu Alex et Doug ont eu 1 heure à peu près de folie créatrice. Ils ont créé des noms à tout va pour le MVP, l'Offensive Rookie of the Year et consorts. Donc venez, mauvaise foi, rire, bonne humeur. Enfin vraiment, ça va être une très bonne soirée avec tout le monde. Donc n'hésitez pas à venir, à discuter aussi, parce que celui souvent qui anime n'hésite pas à relever les meilleurs commentaires. Donc voilà, donc n'hésitez pas, ça sera le mercredi 20, 21h sur le Twitch du front office. PA, je te remercie. Merci à toi. On vous souhaite une nouvelle bonne semaine, un bon week-end de football. Bon courage pour vos équipes. Bon courage aussi pour vos autres sports, et notamment Doug pour ton sport de préau favori. Hein, n'hésite pas. Et en tout cas, vive le football!